Aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, je reçois Marc. Salut, ça va. On va passer un bon moment. Eh ben, bienvenue dans le canapé des coulisses. C'est un grand honneur de te recevoir aujourd'hui ici, Marc. Super. Il a du ginger beer, qui est très peu connu en France. Il y a peu de gens qui boivent du ginger beer. Il faut vraiment le connaître. Ah bah ça vient beaucoup à la mode dans notre groupe d'impro en ce moment. Ok, bah vous êtes bien, vous êtes des gens bien. Écoute, pour démarrer ce podcast, Marc, je voulais savoir comment tu as envie de te présenter, que ce soit en français, en anglais ou si tu veux chanter. Ah non, ça va pas être chanté, je peux te dire, ça va pas être chanté. Ça, c'est pas mon truc. Comment je veux me présenter? Bonne question. Bon, écoute, voilà, je suis un Anglais qui a découvert l'impro très tôt, qui toujours avait envie de faire du théâtre, qui par un hasard total a tombé amoureuse d'une Française et donc qui a quitté l'Angleterre pour venir s'installer en France il y a 27 ans. Et à l'époque, avec aucune notion de comment j'allais m'en sortir, parce que je parlais pas français et je savais pas du tout comment j'allais faire le métier de comédien en France. Mais bon, j'étais jeune, j'étais con, tu fais ces choses-là quand tu as 23 ans, et donc j'arrive en France. Et depuis, je me suis rendu compte que c'était le meilleur choix de carrière que j'ai jamais fait dans ma vie. Voilà comment je me présente. Bienvenue. Bah merci, ouais, au bout de 27 ans, oui, merci. Ouais. Génial. Et quand tu étais en Angleterre, attends, c'est dans quelle région déjà? Devon, Dorset. J'étais né en Devon, donc le sud-ouest, campagne sud-ouest, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Et après, j'ai grandi mon adolescence plutôt à Dorset, donc la région juste à côté. Mais c'est la campagne, il n'y a pas grand-chose. On n'a même pas d'équipe de foot, donc pour te dire à quel point c'est la campagne en Angleterre. Et du coup, tu as fait tes premières armes au théâtre, ou tu as découvert le théâtre à ce moment-là, au collège? J'avais envie de faire le théâtre depuis que j'étais tout petit. Et je ne sais pas pourquoi nécessairement, parce que personne dans ma famille fait ça. Et non, c'était à l'âge de 13 ans, à l'école en Angleterre, on a le choix de faire du théâtre à l'école en Angleterre. C'est un sujet dans le curriculum, donc on a cette chance-là. Dès 12-13 ans? Oui, c'est un vrai sujet que tu peux faire à l'école en Angleterre. Donc voilà, donc j'ai choisi théâtre et je suis tombé sur un prof de théâtre qui était absolument fou d'improvisation. Moi, je ne savais pas que ça existait. Comment il s'appelle? Mr. Richard Wheel, mais nous on l'appelait Dickie. Donc, Dickie, parce qu'en Angleterre, Richard, le petit nom qu'on donne à tu sais, c'est un truc bizarre en Angleterre, on a plein de petits noms. Et donc, Robert, c'est Bob. Richard, c'est Dick. Et Dickie. Alors, va comprendre pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Il doit avoir une raison dans l'histoire de l'Angleterre à un moment donné. Mais les gens qui s'appellent Richard, souvent, le diminutif de leur prénom, c'est Dick ou Dickie. Donc voilà, donc c'était Dickie Wheel. Et bon, on a passé un moment de délire avec lui. Le mec, il était fou. Il nous a fait faire n'importe quoi. Et c'était du théâtre à texte avec lui? Non, il a fait que de l'impro. Il venait de lire le livre Impro de Keith Johnston. Il était passionné par ça. Et il a décidé que nous, on était ses cobayes. Et donc, en fait, il nous a fait faire que de l'impro, à fond. Il nous a amenés dans les écoles à côté. On jouait des spectacles improvisés pour les autres écoles. Un jour, pour une œuvre charitable, il a décidé de faire un impro de 24 heures. On était 16 gamins, on avait tous entre 14 et 16 ans, et pendant 24 heures, lui, il a dirigé, et c'était une histoire 24 heures. C'était n'importe quoi. Attends, c'est une histoire de 24 heures ou 24 histoires de... Non, une histoire 24 heures, mais une histoire très, très, très compliquée. Très, très grande et très compliquée, mais c'était grosso modo une espèce une gigantesque histoire de 24 heures. Et donc moi, j'avais 16 ans à l'époque, tu vois, et nous, on se posait pas de questions. C'est ton prof de théâtre qui te dit, allez, on va faire ça. Oui, quand t'es jeune et quand t'es ado et garçon, ça avait l'air rebelle, tu vois. Il avait un côté rebelle dans l'impro et très ludique. Que pour moi, j'avais envie de faire du théâtre. Et là, j'avais trouvé une manière de faire le théâtre qui était ludique. J'avais l'impression de jouer et m'amuser. J'avais l'impression que c'était un peu rebelle parce qu'on n'apprenait pas de texte, on s'en foutait de texte, tu vois, on va juste le faire. Et donc, voilà, quand tu es un garçon à 15-16 ans, avec un groupe de garçons qui sont tous excités par ça, tu te lâches, quoi. Tu fais tout ce que les gens te demandent. Donc, on a fait 24 heures. C'est dingue d'arriver à motiver des jeunes à faire 24 heures. C'était un très, très, très bon prof. Depuis, je l'ai revu il y a quelques années. Non, le mec, c'est clairement lui qui
qui était le déclencheur pour moi, qui était le premier qui m'a vraiment fait découvrir tout ça et il m'a donné la passion, c'est sûr. Donc, Mr. Richard. Richard Wheel, Dickie Wheel. Mr. Richard. If you're listening, Dickie, this one's for you. Parce que qui sait, peut-être il écoute le truc en français. On fera en sorte qu'il l'entende. Ouais. Trop marrant. Et après, du coup, tu as eu quelques études supérieures après, et tu as continué le théâtre, mais pas avec... Oui, j'ai fait mes études supérieures, oui. Oui, je suis allé à l'université. Je sais même pas si c'était dans le théâtre aussi, ou pas, rien à voir. Oui. En fait, en Angleterre, à 16 ans, tu passes ton GCSE, qui est ton premier examen. Okay. Et après, tu peux faire 2 années de plus, qui s'appelle A-Level, niveau avancé. Et donc là, je me suis spécialisé dans le théâtre, la littérature anglaise et l'art plastique, les beaux-arts. L'art plastique. Et après, à 18 ans, donc, tu passes ton A-Level. Et après, tu passes à l'université. Et selon le niveau des A-Levels, c'est là où tu es choisi dans cette université. Donc après, j'ai fait le University College of Ripon and York St. John. Voilà, qui en fait est l'université de Leeds, mais c'était un campus qui était dans le vieux ville de York. Et donc c'était super. Et là, pendant 3 ans, j'étais spécialisé dans film, television et théâtre. Donc c'était encore de théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, mais là j'ai aussi eu l'opportunité de travailler le côté film et télévision, et ils avaient des studios de télévision dans l'université, donc on travaille ça aussi, parce que je me suis dit, bon, je sais que le théâtre ça me passionne, mais ça m'a donné une opportunité aussi de toucher un peu le côté cinéma, film, tout ça, etc. Ouais, donc tourner devant la caméra. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Oh, j'ai jamais lâché le théâtre ni l'impro pendant ces 3 ans. Hein. Je faisais beaucoup de théâtre impro aussi. Et puis après, à 21, 22, je ne sais plus à quel âge, 21, 22 ans, j'ai quitté l'université. J'ai commencé à travailler en tant que comédien, en fait. Je cherchais le boulot tout de suite en tant que comédien. Et t'avais une troupe, du coup, en Angleterre? Non. C'était quoi? T'allais un peu en... j'ai fait, comme tout le comédien en Angleterre fait, tu vas au casting, tu te débrouilles, tu cherches... Okay. Ouais, il a certains magazines qui sont spéciaux. À l'époque, je sais pas maintenant comment c'est, mais aujourd'hui, ça doit être 10 fois plus compliqué avec tout le réseau, tout l'Internet, tout ça. Moi, je parle d'une époque où l'Internet n'existait pas, mec. donc, nous, on n'avait pas Internet. Hein. Nous, on avait des journaux spécialisés sur le casting qui étaient publiés toutes les semaines, avec tous les castings listés un peu partout dans le pays. Après, tu envoyais ton CV par la poste, après tu appelé, puis donc j'ai fait des castings, quoi. Et t'as commencé dans des petites séries ou... Non, pas du tout. Non, mais pas aussi glorieux que ça, non. Non, ma premier boulot, donc j'avais terminé mon université, je vivais avec 2 copains dans une espèce de colocation à York et on n'avait pas d'argent. Je faisais pour le bureau de l'office de tourisme de York, pour gagner un peu de thunes, je faisais un personnage qui s'appelle Dick Turpin. Donc Dick Turpin, c'est un bandit des rues, comment tu dis ça en français? Un highwayman, un bandit des grands rues, je sais pas comment. Un bandit de grand chemin. Ouais, je sais pas, mais bon, bref. C'est un personnage très célèbre. Dick Turpin, c'est un personnage très célèbre dans la culture anglophone. C'est un bandit très connu. C'est un peu un Robin des Bois, un peu. Sauf que lui, il donnait pas aux pauvres. C'est juste qu'il volait les gens. Mais bon, il est devenu très célèbre et il venait de York. Et donc moi, pour gagner des thunes, je me suis habillé en Dick Turpin et je me baladais en centre-ville en train de donner les flyers pour Burger King. Voilà, bon, bref. C'était quoi ta tenue de... Dick Turpin, bon, c'est un truc d'époque avec un pistolet. Imagine, je sais pas, une espèce de... J'allais dire un vidoc, mais non, c'est même pas ça. Mais bon, bref. Et donc, j'avais pas de thunes et en fait, j'avais calculé qu'il me restait 1 semaine avant que j'avais plus de thunes du tout et il fallait que je rentre chez mes parents. Parce que j'avais plus d'argent dans ma compte. Et en fait, dans les derniers 3 jours avant que je devais rentrer, j'ai reçu un appel en disant « Ok, t'es pris pour le casting que t'avais fait il y a 1 semaine. » Et donc, j'étais pris dans un théâtre qui, en Angleterre, c'est Theatre in Education. Donc, Theatre in Education, c'est des troupes qui sont spécialisées dans les spectacles qui tournent dans les écoles. C'est spécifiquement le spectacle pour les écoles et ils font des tournées dans toutes les écoles et tout ça, etc. Donc il y a tout un truc autour de ça en Angleterre. Et donc j'étais pris dans un troupe, on était 3 personnes, on avait un camion, on avait 2 spectacles. Et après j'ai pris le boulot hein, parce que même si le spectacle et le truc ça m'intéressait pas trop, il fallait gagner ma vie. C'est quoi le nom du spectacle ou alors j'avais un spectacle
un spectacle pour les tout petits. Et c'était pour le 4 à 6 ans, tu vois. C'était vraiment pour les écoles primaires. Ah non, maternelle. 4 à 6 ans, là, c'est plutôt maternelle. Ouais. Donc le petit. Et le spectacle s'appelle Hunting Moon. Et c'était l'histoire de le Far West, un peu le rencontre de les colonisateurs, un peu cowboy avec le peuple amérindien. Okay. Et devine quoi, moi j'étais l'Indien, moi j'étais l'Amérindien. J'avais pas du tout le gueule. Déjà, tu vois, voilà, grand, mince et blond. Et donc j'avais le perruque et tout ça, c'est n'importe quoi. Et là, par contre, on chantait et tout. Tu me dis, est-ce qu'au début tu veux chanter? Des chansons, on avait des chansons et tout. En fait, on jouait à peu près 6-7 personnages par spectacle. On n'était que toi. Hein. On avait les décors, le truc. Et en plus, on impliquait les gamins dans le spectacle. Avant le spectacle commençait, on prenait une trentaine de gamins et on les a appris à faire certaines chorés, certains trucs, certains textes dans le spectacle. Et pendant que nous, on jouait, les gamins jouaient avec nous aussi. Bon, c'était marrant. Et puis, donc ça, c'était Hunting Moon. Et après, on avait un deuxième spectacle qui était pour les adolescents qui s'appelle Celtic Fire. Et Celtic Fire, c'était l'histoire de les Celtes et les Romains, l'histoire en Angleterre, tu vois, de la rencontre entre l'Empire romain et les Celtes qui essayaient de défendre leur pays. Bon, bref. Et là, c'était quoi ton personnage principal? Voilà, j'étais un Romain, j'étais un général romain. Et à un moment donné, on avait même des combats, des trucs comme ça. C'était assez... Honnêtement, c'était... Le spectacle était nul, hein. Le spectacle était assez nul, mais c'était une des meilleures expériences de travail que j'ai vraiment eu, parce que premièrement, on était largués à nous-mêmes, hein. On était trois avec un camion et le tournée était pré-organisé. Nous, on avait juste, on passait une semaine dans chaque région, et donc on arrivait dans une région en Angleterre. On débarquait tous les jours, on avait un spectacle dans une école le matin et un spectacle dans une autre école l'après-midi, pendant toute la semaine. Le samedi, on emballait tout et on se déplaçait dans une autre région. Le dimanche, on se reposait et après on relançait, et ça pendant 6 moit. 2 fois par jour. Ouais. C'était méga costaud. Et on n'était que 3, et donc il fallait qu'on gère tout l'install, tout le décor, tout le truc. Et donc c'était très formateur. Et encore plus de jouer devant des gamins, parce que les gamins sont sans pitié. Oui, on avait le pire, on avait le petit qui, si tu les intéresses pas, bah, ils se lèvent, ils parlent, ils discutent, ils vont te dire que t'es nul, que ça les intéresse pas, et ils vont faire pipi. Quand je raconte aux gens que les gamins, si tu les intéresses pas, ils vomissent, ils font pipi, ils font caca, c'est parce que je l'ai vécu. Hein. J'étais devant un public, s'ils s'ennuient, il y a tout tas de choses qui peuvent arriver qui ne sont pas dans le norme de la politesse du théâtre, tu vois. Et donc ça, c'est très formateur. Et après, le pire, c'était Celtic Fire avec des ados qui n'avaient rien à foutre de ta gueule. Parce qu'au moins... Ils n'ont pas payé pour voilà, au moins, les petits, en fait, ils étaient un peu intrigués, tu trouves ça plutôt rigolo. Les ados, ils n'avaient rien à foutre. Et donc là, pour les choper et faire 1 heure de spectacle où tu fais les chansons, les trucs, les machins, fallait vraiment y aller, quoi. Donc, très formateur comme expérience, très formateur. C'était très intéressant. Bon, voilà. Et puis voilà, ça c'était mes débuts, quoi. Les débuts en fanfare, quoi. Ouais. Commencer par le plus dur. Ouais, mais c'est super. Bah, bon, je travaille devant les enfants, c'est super parce que il n'y a pas cette horrible politesse qu'on peut avoir souvent dans le théâtre classique, on va dire, le théâtre public avec les adultes, où ils sont horriblement polis. À un niveau où c'est foutu, en fait. Tu peux faire un spectacle de merde, ils vont t'applaudir, tu vois. Eux, les enfants, non, ils vont te le dire. On s'en fout. Est-ce que ça vient de là, l'inspiration pour le spectacle que vous avez fait à la clôture du week-end là, des 72 heures de l'impro, où vous avez démarré avec des costumes pour enfants, comme un spectacle pour enfants, et après ça a un peu dégénéré en meurtre collectif? Non, l'idée n'est pas venue de là, parce que c'est Tim qui a eu l'idée pour ce spectacle-là, donc c'était pas du tout de moi. Mais c'est vrai que quand il m'a raconté le truc et quand on a commencé à le travailler, ouais, surtout la première partie qui est spectacle pour enfants. Oui. J'étais à fond, j'ai dit ok. Bon, j'ai exagéré, mais ouais, le côté très surjoué, tout ça, etc. Oui, c'est sûr qu'on a vécu ça. Je dis vas-y, on y va à fond. Mais oui, c'était l'idée de Tim, ce spectacle. T'avais des tips à leur partager
du point de vue de l'expérience? Bah, c'est juste, non, pas nécessairement, mais c'est juste que quand Tim m'a dit, OK, il faut vraiment qu'on joue le côté spectacle pour enfants, très surjoué, tout ça, ouais, très rapidement, je me suis senti bien. Parce que je dis, ouais, j'ai vécu des choses, ça va. Tu leur as pas dit, j'ai un petit costume là d'Indien. J'ai pas gardé mon costume, j'ai pas gardé le costume. J'ai une photo quelque part. Il y a une photo de moi en indien, amérindien, quelque part, mais sinon, non, je n'ai rien gardé. Parce que oui, c'était comme un très mauvais spectacle. Là. Ce qui est intéressant aussi, et c'est là où l'impro, en fait, a aidé. Parce que bon, c'était un spectacle écrit, hein, les deux spectacles qu'on jouait. Mais tu t'ajustes en fait, ils étaient, les trois comédiens, on était deux mecs et une fille. Et tous les trois, très rapidement, on s'est rendu compte que le spectacle n'était pas bon, en fait. Il était trop long, il avait la longueur, il avait des trucs qui étaient chiants, et c'était pas bon. Mais une fois qu'on était livrés à nous-mêmes, vous avez réajusté. En fait, au fur et à mesure des semaines qui passaient, le spectacle de jouer, quand tu imagines, tu fais le spectacle au moins 2 fois par jour pendant 6 mois, au bout d'un moment, tu le connais sur le bout de tes doigts, tu vois. Et donc, nous, rapidement, petit à petit, on a ajusté le spectacle, mais c'était vraiment très intéressant parce qu'on arrive à un point où nous, on était capable de manipuler le spectacle en direct et couper les choses, enlever les scènes, bouger les scènes, en sachant qu'on avait un bon son aussi. On avait, à l'époque, en plus, le bon son, c'était un vrai truc avec, comment ça s'appelle? Les bandes magnétiques? Oui, le bande magnétique. C'était une énorme machine derrière, dans les coulisses avec une bande magnétique. Mais nous, on était capable, on connaissait tellement bien le bande magnétique, on était capable de le faire avancer, reculer super vite dans les coulisses pour arriver pile au bon moment dans le bon son, pour couper une chanson ou pour ajouter une musique, on peut bouger une chanson. Et en fait, c'est là où je crois l'état d'esprit de l'improvisateur et la notion de prendre le risque et que ça va et qu'on peut improviser et au bout du moment, parfois, pour faire le lien entre certaines scènes, on improvisait. Mais on était OK avec. Moi, j'étais super OK avec ça. Eux, ils commençaient à être OK avec ça. Et ça a fait qu'on a pu faire un spectacle à la fin qui était plutôt pas mal. Hein. C'était pas le tout le spectacle qu'on nous a demandé à faire au début. Mais à la fin de 6 mois, on avait un spectacle qui était bon. Mais on avait complètement changé le truc. C'était assez ouf, en fait. Est-ce qu'il y a la personne qui a écrit le spectacle qui vous a vu vers la fin du tour? Non, jamais. non. Parce que les deux femmes... qui avait écrit le spectacle et qui organisait tout ça, passaient leur temps à faire toutes les gestions de tournée et tout ça, donc elles ne nous ont jamais vus. Mais comme le retour était tous positif et tout allait bien, elles ne se sont jamais posé de questions. Et nous, on s'est dit, tant mieux. Ouais, vous avez sublimé ce qu'elles avaient écrit de base, quoi. C'est cool. On a vachement ajusté, vachement changé. Donc, très formateur comme expérience. Est-ce que tu te souviens d'une réplique du spectacle? Oh, non, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Non. Même pas une phrase Non, mais moi, j'ai une mémoire de merde. Moi, je me souviens pas de ce que j'ai fait hier. Donc, non, réplique de Celtic Fire, non, pas du tout, non. Il y a des traces enregistrées de ce spectacle quelque part? Non, heureusement, non. Parce qu'encore, à l'époque, on filmait pas le truc, on n'avait pas de téléphone, donc c'est très bien. Il n'y a aucune trace de ce spectacle. Et tant mieux. Moi, je te dis, c'était pas bon non plus, donc je suis pas en train de dire que c'était un truc fabuleux et que tu vas jamais trouver la preuve de ça, mais non, il n'y a aucune trace. Je pense, à ma connaissance, peut-être quelqu'un quelque part, mais c'est pas moi. Après ce gros tour, du coup, t'as encore un peu bossé avant de bouger en France? Non, parce qu'en fait, après, je suis retourné à York, et puis bizarrement, j'ai commencé à travailler pour la police. Pour la police? Mais en tant que comédien. Ouais, je réaligne tout de suite. Non, c'est parce que j'avais un pote, justement, qui, lui, à York, commençait à créer les ateliers de théâtre pour les jeunes en difficulté ou les jeunes qui vivaient dans le quartier difficile et tout ça, etc. Et en fait, c'était un projet soutenu par la police. Et donc moi, après, je rentrais dans son projet, dans les ateliers d'impro, tu vois, pour les jeunes dans les quartiers difficiles, tout ça, etc. Et dans les écoles, un peu, dans les quartiers difficiles. Donc c'était un projet chapeauté par la police, mais avec un objectif social comme ça. Donc j'ai fait ça un peu, et puis assez rapidement après, j'ai rencontré ma femme, et puis je me suis cassé. Comment elle s'appelle? Sabine. Bonjour Sabine, merci de l'avoir ramenée en France. Ouais, c'est ça, ouais. Ramener en anglais. Elle est allée pour apprendre l'anglais, elle en a ramené un. Et ça, du coup, t'es arrivé, c'est en quelle année en France?
96. 96. Ouais. Enfin, quand tu as débarqué, tu connaissais personne? Tu avais déjà quelques contacts dans le théâtre? Non, je connaissais. Je pouvais pas, je savais rien de la France, je connaissais personne et je parlais pas français. J'avais retenu de mes cours de français une seule phrase, parce qu'on apprend le français en Angleterre, hein, mais si vous, Français, vous pensez que vous êtes mauvais en anglais, va voir les Anglais à quel point ils sont mauvais en français, hein, parce que là c'est vraiment mauvais. Et moi, j'ai retenu juste la phrase avez-vous un avion rouge? Voilà. C'est pas hyper utile. C'est la seule phrase que j'avais en tête. Je ne sais pas pourquoi, c'était pendant mon examen oral de français, quand j'avais 16 ans. Cette phrase est sortie, ça m'a toujours marqué. Donc, c'est la seule phrase que je savais dire. Donc, pas fort utile, non. Bon, t'avais pas de super prof de français, mais t'avais un super prof de théâtre. J'avais une super prof de français, hein. Ah bon? Elle était géniale. Et même une année, il avait un mec qui était vraiment, vraiment bien, mais c'est juste, j'avais rien à foutre. Le problème, c'est ça, c'est qu'on lui montre dans tous les sujets que j'avais à l'école, le français, c'était le sujet où je me suis dit, je m'en fous. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'apprendre le français? Et tu connaissais pas Sabine encore? Donc... Non, et honnêtement, c'est un problème avec l'Angleterre en général. Tu demandes aux Anglais d'apprendre une autre langue, ils te regardent en disant bah pourquoi? Ça sert à quoi? Tout le monde parle anglais. Et donc vraiment j'étais très con, j'avais cette mentalité-là de qu'est-ce que j'en ai à foutre, et donc je m'intéressais pas du tout. C'était mon pire sujet à l'école. Donc j'étais puni après. Le dieu de la France m'a puni, le dieu de la France, je sais pas qui c'est, peut-être c'est Gérard Depardieu, je sais pas qui c'est qui ou Molière, je sais pas, tu peux décider, c'est qui le dieu de la France pour toi? Le dieu de la française, le dieu qui protège la langue française. C'est Alain Chabat. Ah ok, super. Bah il m'a puni, il m'a envoyé en France. Il t'a envoyé une décharge. Ouais. Oh, génial. Et du coup, t'as débarqué, mais du coup, depuis, tu maîtrises quand même beaucoup mieux que juste avec cette phrase avez-vous un avion rouge? Oui, j'étais obligé d'un peu apprendre, mais j'ai appris de manière dure, hein, j'ai pas pris le cours, j'ai juste appris sur le tas. Hein. Et quand t'as débarqué, du coup, là, il y avait Internet, et du coup, c'est comme ça que t'as trouvé des... Et encore, oui, tu vois, 96, oui. Encore, l'Internet, oui, ça existait, mec, mais c'était pas non plus... c'est pas comme aujourd'hui, hein. Et t'as trouvé... Enfin, du coup, t'as cherché des groupes d'impro... Pas sur l'Internet, non, parce que franchement, ça marchait pas comme ça. Surtout en France, à l'époque. En Angleterre, l'Internet, à l'époque, était plus avancé qu'en France, hein. Donc, en arrivant à 96 en France, moi, j'avais l'impression de me retrouver dans les années 70, hein. Mais, t'avais toujours le Minitel. Oui, c'est vrai. Bah oui, le Minitel, c'était le système que tout le monde utilisait. Personne n'utilisait l'Internet en 96. C'était le Minitel. Moi, j'ai voyé le truc, je me dis, waouh! J'avais vraiment l'impression d'avoir voyagé dans le temps quand je suis arrivé en France. Hein. C'était assez dingue. Hein. C'était assez dingue. Bon, non, mais au début, j'ai fait comme tous les Anglais font. Il fallait que je travaille, donc j'étais prof d'anglais. Okay. Donc tout le monde est prof d'anglais quand tu es anglais et tu ne sais pas parler français parce qu'on te demande est-ce que tu es anglais, tu dis oui, il te dit t'es embauché. Et donc tu n'as besoin d'aucun diplôme ni quoi que ce soit. Donc j'ai donné le cours d'anglais à les cadres à la défense en fait. Ah oui, c'était pas en école là, t'en avais marre. Non, le premier boulot que j'ai trouvé c'était dans l'école Berlitz. À l'époque c'était une grande école d'anglais qui était niqué par Wall Street English après, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et voilà, donc j'ai donné le cours d'anglais et il se trouvait que tous les profs étaient anglais ou américains, et parmi les profs, il y avait une dame qui était américaine, qui elle était dans un troupe anglophone à Saint-Germain-en-Laye, et elle me dit viens voir parce qu'on monte une pièce. Et donc, je suis allé le voir, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à me mettre, découvrir le réseau anglophone de théâtre à Paris. Et donc, après, j'ai fait une pièce avec eux, j'ai mis en scène une deuxième pièce après avec eux, et puis grâce à eux, j'ai commencé à rencontrer d'autres anglophones. Donc, au début, je me suis lancé dans le théâtre classique, texte, c'était pas impro, classique et texte, dans le réseau anglophone à Paris, en fait. Donc, j'ai fait plusieurs spectacles comme ça. J'ai fait un peu de Shakespeare. Moi, j'ai monté la Comédie des Erreurs en anglais au Théâtre de Nesle. Et puis voilà. Donc, j'ai commencé comme ça pour déjà un peu rentrer dans le réseau et commencer à bosser. Mais je n'étais pas encore intermittent. J'étais juste en train d'un peu me mettre dans le réseau anglophone encore à l'époque de théâtre et savoir un peu comment ça marchait à Paris. Ah ouais. Et après, il y a commencé à l'impro, ça a commencé comment pour toi? Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, j'étais repéré par une fille qui faisait de l'événementiel à Paris.
Vu dans une pièce Oui, bah, justement dans une pièce en anglais de Shakespeare dans laquelle j'avais joué, c'était As You Like It. Elle m'a vu, et à la fin, elle vient me voir en disant « Ah, c'est super, je cherche un anglais pour un événement à Saint-Paul-des-Vence. Saint-Paul-de-Vence, où on va prendre une entreprise pendant une journée et on va faire le petit film. Donc on va le diviser en groupes, chaque groupe va avoir un comédien, comédienne avec eux, et après pendant la journée, tu les aides à tourner un petit film, et le soir on va regarder tout ça. Est-ce que ça te branche de venir faire ça parce que tout est en anglais et je trouve que tu as une bonne énergie, tout ça. Moi, je savais même pas que l'événementiel, ça existait. Et je dis, ouais, ok, super. Donc, j'étais embauché parce que j'étais anglais, tu vois. Et c'est ça qui est très marrant, c'est que la plupart des boulots que j'ai trouvé tôt, c'était juste parce que les gens cherchaient un anglais. J'avais pas nécessairement besoin de beaucoup d'expérience, ni de diplôme, ni un CV. J'ai jamais montré mon CV à quoi que ce soit. Chaque fois, c'était, tu parles anglais? Oui, t'es embauché. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis que c'était le meilleur choix de carrière que j'ai fait de venir ici, parce que juste être anglais, c'est ça qui m'a gagné tous mes boulots au début. Et donc, elle avait besoin d'un anglais, je parlais bien anglais, forcément. Elle trouvait que j'étais plutôt bien, et donc je me retrouve dans l'événement. Et après, rapidement, avec elle, en fait, ça fonctionnait bien. Et donc, après, elle a commencé à vouloir travailler avec moi sur plein d'autres événements. Donc, après, je suis devenu un peu co-directeur artistique avec elle d'une boîte événementielle. Comment elle s'appelle? Elle, c'est Florence Cadry, et la boîte qui, je sais pas, existe encore aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait Acte Fabula. Et en fait, je me retrouve en train d'organiser les soirées événementielles pour les grosses entreprises à Paris. Et comme tu le fais à Paris, et comme c'est en anglais, tu es dans les endroits de dingue. Je me retrouvais à l'Hôtel Crillon en train d'organiser une soirée à l'Hôtel Crillon, tu vois, et dans les endroits complètement ouf. Wow. Et donc, ça, c'était super. Et souvent, à l'époque, alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on faisait beaucoup de ce que nous, on appelait les soirées à thème. Donc, soirée à thème, c'est une ambiance style les années 20, ou, je sais pas, la Belle Époque, ou Marie-Antoinette, tu vois, un peu de diverses ambiances. Et la force de Florence et Acte Fabulous, c'est qu'elle avait un stock de costumes gigantesques, parce qu'à l'époque, elle avait acheté plein de costumes de l'Opéra de Paris. Donc, on avait de super costumes d'époque. Et puis, elle a réuni plein d'artistes divers et variés. Et on avait les soirées, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on appelle ça le théâtre immersif. Ouais. Mais en fait, nous, à l'époque, on appelait juste ça une soirée à thème, où on avait plein d'artistes dans un lieu comme l'Hôtel Crillon, tous en costume, tous en personnage. Ouais, tu jouais vraiment ton personnage. Ouais. Et puis nous, on passait la soirée à juste déambuler, discuter avec les gens. Il avait le petit scène qui jouait un peu à droite, à gauche. Donc, c'est ça qu'on appelle le théâtre immersif aujourd'hui, mais c'est la même logique, en fait. Et donc, on a fait beaucoup de soirées comme ça. Et comme moi, j'étais très fort en impro. Donc, elle savait qu'elle pouvait me lancer un personnage et que moi, en fait, j'ai passé juste la soirée en personnage à discuter, délirer avec les gens. Et ça marchait super bien. Et après, elle a commencé à me demander de former les autres comédiennes dans la troupe pour faire la même chose, pour que notre soirée événementielle était un peu plus fort, avait une spécificité. On avait vraiment une troupe qui était très fort pour ça. Et on en a fait des centaines, on en a fait plein. Et donc, c'est là où... Ça, c'était les années quoi alors là, on est autour de... Fin d'année 90. Fin des années 90. Okay. C'est 98, 99, début 2000, on va dire. Et oui, c'est un peu cette époque-là. Et donc, on a fait des centaines de soirées. On a vraiment formé toute une équipe qui sont devenus super forts en impro en soirée comme ça. Et puis, on pouvait faire la soirée gros délire avec plein de personnages, tout ça, etc. Et les gens s'amusaient comme le fou. Et donc, j'étais en train de travailler l'impro, mais un peu indirectement. Tu vois, comme ça. C'est pas l'axe. C'était pas le spectacle impro, mais on était dans une logique d'impro et je travaille mon impro encore. Et puis, à un moment donné, plutôt vers 2000, c'est moi qui... je me suis dit, bon... Voilà, déjà, j'ai basculé en intermittent. Avec l'événementiel, c'est ça qui m'a aidé à devenir intermittent. Voilà. Et puis j'avais envie de retrouver un spectacle d'impro. Je me suis dit, bon, j'ai envie quand même de faire un spectacle d'impro. Les soirées, ça va. Voilà, ouais. Et donc j'ai cherché qu'est-ce qui existait. Et c'est là où j'ai eu la surprise qu'en France, à l'époque, il n'avait pas 10 milliards de trucs qui existaient. Il avait cette truc qui s'appelait le match d'impro. Et ça c'était déjà arrivé ça en France en 2000 Oui, en France ça existait, mais moi je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Okay. Moi j'avais jamais vu ça. Le match ça n'existait pas en Angleterre. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, tu vois. Et je regardais, je voyais match partout, et je dis, mais ils font tous le même spectacle, je ne comprends pas, tu vois. Et donc je suis allé voir un spectacle.
C'était pas un match que j'ai vu, c'était une espèce de cabaret. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et après, je suis allé voir le mec qui organisait et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je suis anglais, j'ai fait beaucoup d'impro. Là, avec le français maintenant, je me sens un peu suffisamment à l'aise pour peut-être jouer. Si jamais ça t'intéresse, je suis dispo. Si jamais il a un truc à faire. Et en fait, il m'a assez rapidement rappelé. Et lui, c'était qui? Alors lui, c'était. Quelle troupe, Alors, je pense que c'était pas un troupe. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Richard Pinault, qui fait encore des choses aujourd'hui dans l'impro. Il a créé à l'époque les Improvisades, qui était, si je me souviens bien, c'était une espèce de ligue de match d'impro entre entreprises, inter-entreprises, tu vois. Et lui, à l'époque, il était très fort pour dénicher les gens et de le mettre ensemble et de oser de faire les choses, en fait. Et il était assez fort pour ça. Et donc, rapidement, il m'a chopé et il m'a rapidement balancé dans le spectacle en français, en fait. Et j'ai commencé à improviser en français. Le premier spectacle que j'ai fait, c'était en français. C'était grâce à lui. Donc, voilà, je commence à découvrir, on va dire, la communauté de l'impro francophone que je ne connaissais pas du tout. Donc, je découvre ça. Et je trouve ça assez bizarre, mais intéressant. Bizarre parce que je me rends compte qu'ils n'ont aucun des références que moi j'avais de l'impro et que toutes mes références n'existaient pas pour eux. Mais ton prof, là, mon prof, Dickie Will, mais après Keith Johnston, tu vois, pour moi, le livre de Keith et tout ça, et tout cet univers de l'impro basé sur la technique de Keith Johnston, qui est vraiment très fort en Angleterre, pour eux, ça n'existait pas, ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Donc ça, c'était un peu déroutant, mais en même temps un peu excitant, parce que tu dis, OK, eux, ils ont des choses à m'apporter, et peut-être moi, j'ai des choses à les apporter aussi. On avait quelque chose à changer, donc ça, c'était intéressant. Et donc, je commençais à faire des mini-ateliers un peu par-ci, par-là. Et puis après, c'était en 2001 que un des filles avec lesquelles j'avais fait beaucoup d'événementiels chez Acte Fabula, et qui savait que voilà, j'aimais beaucoup l'impro, me contacte en disant, elle avait un copain allemand qui lui a dit qu'il avait un corps anglais d'impro à Paris et il cherchait les gens pour faire un spectacle d'impro en anglais. Ah. Et donc, elle nous a mis en contact. Donc, on recommence en français, t'as repris des... J'ai commencé un tout petit peu en français. J'ai pas fait grand-chose. C'était quelques spectacles par-ci, par-là. Et j'ai commencé un peu à répéter de temps en temps avec ces francophones et donc découvrir un peu ça. Et après, soudainement, je me retrouve un jour dans un brasserie avec Florian Bartsch, qui était cet ami qui avait de mon ami, voilà. Et Florian me dit, voilà, j'ai une troupe, j'ai pas une troupe, il me dit, j'ai un petit cours d'impro, on est 5-6 étudiants, élèves, et j'aimerais faire un spectacle en anglais, est-ce que tu penses c'est possible? Et je dis, je sais pas, je vais venir voir déjà ton groupe là, voir comment ça se passe, et après je te dirai. Et donc je suis allé le voir, et puis Florian avait aussi contacté un autre gars, un Américain qui s'appelle Timothy Lone, qui lui aussi était improvisateur aux États-Unis, mais qui est débarqué à Paris à cette époque-là. Et tous les deux, on est allé voir le groupe de Florian, qui répétait. Et il répétait à Basement Studios, là où il répète encore aujourd'hui, Florian, donc c'est le même lieu. Et voilà, j'ai regardé les élèves, et puis ils ont fait le mini-scène, des trucs comme ça avait l'air plutôt sympa. Et donc je dis à Florian, oui, on peut faire un spectacle, oui, on peut faire un cabaret, on se fait un cabaret dans un bar. Et là, tu as tourné régulièrement en faisant en anglais. C'est là où on a créé The Improfessionals. Okay. Et donc The Improfessionals, c'était 16 élèves avec moi, et Florian et Timothy. Donc c'était le premier spectacle des Improfessionals dans un bar à Café Oz, pas loin d'ici en fait. Le Café Oz qui, je ne sais pas s'il est encore là, à côté de Blanche, Métro Blanche. Peut-être, non, il n'est pas là, c'est un autre bar maintenant. Il y en a plusieurs. Oui, mais le bar n'est plus le Café Oz, mais le bar est toujours là, mais à l'époque c'était un Café Oz. Et donc on a fait notre premier spectacle en anglais à Paris. Et après, on n'a pas arrêté, on a joué après, en fait, tous les mois pendant 16 ans. Pendant 16 ans? En anglais, ouais. Ça, c'était en 2001. Et là, c'était 100% les professionnels. À la fin, à côté, il y avait eux aussi. Ça, c'était plus tard. Ça, c'était beaucoup plus tard. L'Improfessionals, c'est 2001, ça a commencé. Hein.
Les E, ça a commencé beaucoup plus tard, hein. Ça n'existait pas à l'époque, les E. Et en parallèle des Unprofessional, tu étais dans d'autres trucs où tu t'essayais aussi en français ou c'était 100%? Non, à l'époque... Tout en anglais, en impro. En fait, à l'époque, une fois que l'Unprofessionals a été créé, je me suis vraiment consacré à ça pendant très longtemps. Et donc, j'ai fait des années avec l'Unprofessionals et on jouait que en anglais, c'était vraiment notre truc, tu vois. Il faut voir aussi qu'à l'époque, 2001, il avait pas un nombre d'impro non plus à Paris. Hein. Il avait des trucs, mais ce n'était pas des trucs comme aujourd'hui. Hein. Ouais. Et après, de temps en temps, je faisais le mini-truc en français et surtout, je continue à faire l'événementiel. Donc, l'événementiel, j'en ai fait jusqu'à à peu près, on va dire, à plein temps, jusqu'à peut-être 2008-2009. Et donc, je faisais beaucoup d'événementiel. Hein. Je faisais beaucoup de... En fait, j'écrivais avec un ami les jeux d'aventure pour les entreprises. Donc, on écrivait le Murder Party, le Rallye Aventure, le jeu d'espionnage, le jeu commando, le truc comme ça, pour faire les animations de team building pour les entreprises. Ce qui me semblait, c'est que tu faisais des trucs d'énigmes, d'escape game un peu. Encore, aujourd'hui, on appelle ça un escape game. Nous, à l'époque, c'était juste le jeu d'aventure. Et on avait le Rallye Aventure avec les énigmes et les trucs comme ça, qui sont identique à la même logique que celle qu'on trouve dans les escape games aujourd'hui, mais à l'époque, l'escape game n'existait pas. Et donc, j'ai fait beaucoup d'impro là-dedans, parce que, pareil, tout le personnage qu'on jouait parce qu'on jouait vraiment le personnage pendant ces animations, tout était improvisé. Et pareil, j'avais formé une équipe. L'entreprise, à l'époque, s'appelait Minuit moins 10. Et donc, Minuit moins 10 a commencé en 99 et après, c'est 2000-2001, un peu la même époque, en fait, tout ça, un peu, c'est passé en même temps, était lancé. Et puis, moi, j'avais créé une équipe, et j'avais une quinzaine de comédiens, et puis tous formés sur le jeu, et tous formés sur comment improviser dans les événements avec les gens pour que le personnage puisse avoir une interaction excitante et forte avec le public. Donc l'impro, je le faisais là en français, on va dire, même si ce n'était pas des spectacles. Et après, avec des Unprofessionals, on jouait 2 fois par mois en anglais les spectacles d'impro. Et toutes ces animations événementielles plus les Unprofessional. Ouais, à l'époque, j'étais vendeur d'armes. Quoi? Ouais, j'aime bien dire ça. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas ça que tu penses. Non, mais c'est parce que ça, c'était autour de... Je crois que c'était 2004-2005, je me souviens pas exactement. Mais... mes aventures dans l'événementiel et l'écriture de jeux a fait qu'à un moment donné, on cherchait à faire un jeu un peu commando, un jeu de stratégie. On voulait un jeu de stratégie pour les entreprises qu'on pouvait implanter un peu partout dans le château, tout ça, etc. Et quand tu parles de stratégie, en fait, il faut que... On voulait le mettre dans des situations vraiment, on va dire, de danger et de risque. Parce qu'en fait, la notion de stratégie, il faut qu'il y ait un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, tu t'en fous, ils s'en foutent, surtout quand tu vas dans les entreprises, s'il n'y a vraiment pas un vrai enjeu. Soit il faut qu'il y ait un vrai truc à gagner, soit il faut qu'il y ait un vrai... un vrai danger, un vrai menace. Et donc, on a voulu faire un jeu commando, et on cherchait des armes qu'on pouvait utiliser pour créer un univers un peu commando, aventure, espionnage, mais qui pouvait fonctionner d'une manière où il avait une notion de vie ou de mort. Mais la difficulté, c'était de trouver des armes qui, pouvaient aller par salaire, parce que le paintball, c'est nul, t'envoies de la peinture partout. Donc, comme nous, souvent, on était dans le château. Ouais, tu vas pas... non, c'était impossible de faire le paintball. Et en plus, le paintball, honnêtement, stratégiquement, ça tire à quoi? À 20-30 mètres. Donc, c'est plus une question de corps à corps que de stratégie et tir, tu vois. Bon, bref. Après, il avait le airsoft, donc le petit billes. Mais ça... OK, ça salit pas, mais ça, en fait, ça fait un peu mal. Ça fait quand même mal. C'est quand même un peu dangereux. Et donc, on n'avait pas envie non plus de mettre les gens dans une situation de vrai danger, tu vois. Et donc, en fait, on avait trouvé à l'époque une technologie qui venait de l'Australie, qui était le fusil infrarouge, mais infrarouge un peu comme le Laser Quest. Ouais. Sauf que le Laser Quest, c'est un infrarouge qui fonctionne en pénombre. C'est pour ça que les Laser Quest sont dans le noir. C'est pas juste pour l'ambiance, c'est pour que les rayons, en fait, détectent bien. Okay? Sauf qu'en Australie, ils avaient fabriqué un rayon infrarouge qui fonctionnait en lumière de jour, en plein jour, et qui pouvait tirer jusqu'à 200 mètres.
Parce que pareil, Laser Quest, ils ont une portée de 140 mètres. Oui, ça c'est court. C'est pour ça que les salles sont petites. En pleine journée, le truc qui Pleine journée, 200 mètres, avec une précision qui était méga précise. Attends, mais c'était des trucs qui coûtaient hyper cher. Alors, on a investi. À l'époque, avec Minuit 10, on a dépensé 20 000 euros pour acheter une vingtaine de ces fusils. C'était 1000 balles pièce. Ouais. C'est le gros truc. Et tout en métal, fait pour jouer dehors aussi. C'était vraiment costaud, tu vois. Avec un système intégré il captait le nombre de vies, les munitions, tout ça. Tout était électronique et intégré dans le fusil. C'était de super matos. Un matos fabuleux. T'en as encore, ça Justement. Et donc, ça existait qu'en Australie. Et personne ne l'avait en France. Et en Angleterre, ça a commencé un peu. Et donc, nous, on a acheté le fusil, on commence à faire des jeux avec, et on se dit, mais cette matos, c'est fabuleux. Et tout le monde qui joue avec nous dit, c'est génial, cette chose. Parce que ça fait aucun mal, tu salis pas, mais par contre, tu as une vraie précision, une vraie notion de risque et danger avec le rayon et le côté, le nombre de vie, tout ça. Donc, c'est parfait, tu fais de super jeux de stratégie. Et tout le monde s'éclatait avec. Et donc, à l'époque, en fait, avec mon collègue Fred à Minuit 10, on a contacté les Australiens et on a dit, est-ce que tu veux que nous, on devienne le revendeur de tes fusils en France? Et donc, on est venu le revendeur officiel. Donc, le marque s'appelait Battlefield Sports. Okay. Et donc, nous, on a créé Battlefield Sports France. Et donc, pendant quelques années, j'étais le revendeur officiel de Battlefield Sports France en France. Et j'ai vendu des fusils infrarouges. Et j'ai même fait des rendez-vous avec l'armée française. Un jour, il y a l'armée française qui nous ont contactés. Oui, parce que pour l'entraînement, c'est génial. Tu as une précision, mais tu n'as aucune salissure, tu n'as pas de balles, tu n'as pas de danger, tu vois. Et donc, pour s'entraîner, donc j'ai même fait des démos pour l'armée française à l'époque, tu vois. Mais bon, après, ça a capoté parce que, pour X raisons, finalement, le problème, c'est que les Australiens ils n'étaient pas très bien organisés pour faire une démarche mondiale d'exploitation. Donc, au bout, ça n'a pas marché, mais bon. Donc, pendant 4-5 ans, j'étais vendeur d'armes, voilà. Ça, c'est un truc que je dis rarement. Mais attends, j'ai trop envie de tester, moi, ces trucs maintenant, là. Je savais même pas que ça existait en plein jour. J'ai déjà fait Airsoft et Paintball, mais ce truc-là, jamais. Oui, mais en fait, nous, à l'époque, forcément, on poussait pour vendre ça en France, hein, c'était notre travail. Donc, on a quand même vendu pas mal, et il y a pas mal, justement, de sites Airsoft, ou même des sites Acrobranche, qui commençaient à les acheter, parce que pour les acrobranches, c'est génial, ils peuvent avoir une animation dans les arbres et une animation au sol. Et puis le paintball commençait à les acheter aussi, parce que comme c'était plus accessible que le paintball, parce que ça ne salit pas, ça fait pas mal, c'était très orienté famille, et donc on en a vendu pas mal, hein, mais après, à l'époque, on était aussi le service après-vente pour la France. Ouais, là tu te gères des trucs que t'as pas envie de gérer. Non, mais ça va en fait, mais c'est juste que comme nous on n'existe plus depuis, je sais plus quand on a arrêté ça, peut-être 2008, 2005, 2009, je sais plus. Comme nous on n'existe plus, il n'y a plus personne pour le vendre en France et il n'y a plus de service après-vente, donc ils ont un peu disparu du paysage français. Hein. Mais pendant quelques années, ça a commencé à venir. Hein. Ah ouais. Ouais, mais voilà. Ça, c'est dingue. Et on a toujours une vingtaine de fusils en stock. Si jamais tu veux te faire un play. Il marche encore, on les a. Hein. C'est génial, ouais. C'est très rigolo. Voilà. Et est-ce que c'est ces armes qui t'ont permis de rencontrer la troupe, là, les E? Ah oui, comment j'ai rencontré les E? Est-ce qu'il y a un lien avec ces flingues? Absolument pas. Non, c'était on a pris un tangent là dans l'histoire c'était un petit détour, ça n'a rien à voir avec l'impro, tout ça. C'était juste une très belle balade. Voilà, c'était un mini balade. Peu de gens savent que j'ai fait ça en plus de le théâtre et l'impro, c'était tout en parallèle. Hein. Non, les E, le E, c'est parce que, honnêtement, je me souviens pas le moment précis, mais je sais juste que nous, The Unprofessionals, on tournait, on jouait en anglais, et on commençait à donner des ateliers. Et souvent, on donnait des ateliers qui intéressaient pas mal de troupes francophones parce que, comme j'avais dit, nous, on avait notre point de vue anglophone, Keith Johnson, tout ça, etc. Et le français ne le connaissait pas, donc ils étaient très intéressés à venir découvrir ça. Je crois que la première fois que j'ai rencontré Tim, c'est parce qu'il est venu faire un atelier avec nous. Alors, je ne peux pas te dire quel sujet ni quoi que ce soit, je me souviens juste de voir un jeune foufou, parce que c'était ça. Et pareil, Nablus, ça doit être pareil. Et puis, donc, on connaissait
bien Tim et Nabla parce que voilà, ils ont fait quelques stages avec nous. Après, quand moi j'avais créé le Maestro, à une époque, parce que les professionals, on a fait venir en 2004 et 2005, je crois, ou 2003, 2004, je ne sais plus exactement. On a fait venir Keith Johnston à Paris. En fait, il est venu et il a donné des stages 2 années de suite. Sauf qu'à l'époque, quand personne connaissait Keith Johnston, il avait presque aucun francophone. Hein. Et il avait des gens qui venaient de partout en Europe, parce que le pays qui parlait anglais avait entendu parler de lui, tu vois, mais il n'avait pas beaucoup de francophones. Donc. Et la deuxième fois qu'il est venu, il a dirigé le premier Maestro en France. Maestro, c'est la compète de... C'est là où tu as 12 improvisateurs, ils s'éliminent les uns après les autres. Voilà. Donc, Keith avec les gens qui ont fait l'atelier avec lui, à la fin de la semaine, il a fait un maestro. Donc, on a fait un maestro dans la salle à Diar, à Paris. C'était la première fois que le maestro était joué en France. Et on a fait ça, nous. À l'époque, on avait fait un festival qui s'appelait l'Improstival, qui était organisé par Richard Pinault et Timothy Lone, justement, à l'époque. Wow. Et on avait invité plein de gens super, hein. Mais on était beaucoup trop avant-gardistes parce que comme personne connaissait tous ces gens en France, bon, le festival a eu très peu de succès. Hein. Donc on a fait venir Mick Napier de Annoyance Theatre, Chicago. On a fait venir Bats, donc Bay Area Theatre Sports, qui tous ces gens aujourd'hui sont le méga célèbre gens de l'impro, tu vois, aux États-Unis. Mais on a fait venir Keith et tout ça. Donc on a fait venir un super beau monde. Hein. Mais c'est juste. Ouais, je crois que 2004-2005, quelque chose comme ça. C'était impro, comment ça doit être 2004, l'Improstival. Et donc tous ces gens sont venus pour ce festival à Paris, sauf que comme en France, personne ne savait qui c'était, on avait très peu de monde en fait. Tu le fais venir aujourd'hui, c'est un délire total. Donc voilà, on était un peu avant-gardiste. Et donc Keith, il a fait le maestro. Après le Improfessionals, nous on a eu la licence pour le maestro. Et on a commencé à travailler le maestro, nous, un peu dans nos ateliers. À un moment donné, j'avais envie de le faire comme vrai spectacle. Donc j'ai créé un maestro tout le mois à Paris, où j'ai invité des troupes à envoyer 2 personnes. Donc j'ai invité 6 troupes à Paris d'envoyer 2 personnes. Et comme ça, j'avais mes 12 comédiens. Et j'ai essayé de varier à chaque spectacle le troupe que j'ai invité. Et je les ai fait faire un maestro ensemble pour montrer un peu qu'est-ce que c'était un maestro, parce que personne n'avait joué ça avant en français. Et aussi pour aider les troupes à se rencontrer, parce qu'il avait il commençait d'avoir de plus en plus de troupes à Paris. Donc alors tu vas me dire quelle année, je sais plus quelle année, mais je sais plus, mais il doit avoir une douzaine d'années, je sais plus. Et donc moi je me suis dit c'était intéressant qu'ils se croisent et qu'ils se rencontrent, et donc c'était une super opportunité autour de le maestro de faire rencontrer plein de troupes qui se connaissaient pas. Et à l'époque ils commençaient à jouer. Je crois qu'à l'époque ils avaient le spectacle Harold, et ils n'étaient pas du tout connus, mais comme moi en fait je les invitais à chaque maestro parce que comme moi je trouvais qu'ils étaient bons, pour moi c'était bien d'avoir au moins 2 personnes dans le spectacle, je me suis dit sur lesquelles je peux appuyer, je sais qu'eux ils vont s'en sortir bien. Donc en fait je les invitais à chaque maestro, et donc rapidement plein de gens les ont vus dans le spectacle et les ont rencontrés à travers le maestro, et donc moi aussi je l'ai fréquenté beaucoup plus à cette époque-là. Donc on s'est toujours un peu fréquenté, tu vois, comme ça. Et puis après quand ils ont commencé à jouer plus, après ils m'ont invité à venir jouer avec eux, donc je suis allé souvent jouer avec eux, et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça en fait. Hein. Donc c'est un peu au fur et à mesure des années, avec des divers rencontres autour des stages, des ateliers, des spectacles, on s'est toujours un peu connus, tu vois. Jusque le jour où, quand ils ont lancé Bio, ils m'invitaient souvent pour jouer, et jusque le jour où ils m'ont dit, écoute, en fait on t'invite beaucoup pour jouer Bio, est-ce que tu veux juste pas le faire à plein temps? Et je dis bon, ok. Donc c'était ça. Génial, et puis ça atterrit au Palais des Glaces. Oui, c'est coup de chance plus qu'autre chose, hein, mais oui. Ça fait quoi de quoi? C'est plus un coup de chance qu'autre chose. Comment mais... ça, un coup de chance? C'est long et c'est compliqué, c'est les histoires de prod, mais... Okay. Le Travis devait fermer, on cherchait une autre salle, on ne savait pas où aller, c'était très compliqué pour trouver ça. Très compliqué pour trouver une salle à Paris d'une certaine taille qui est chaud pour faire de l'impro. Parce qu'il y a encore pas mal de réticence par les producteurs de salles sur l'impro, qui est complètement débile, hein, parce que quand tu vois comment ça se passe super bien, et ça se passe même 10 fois mieux que la plupart des spectacles
écrit machin, gros prod machin. Donc, mais bon, ils sont encore très réticents. Mais bon, c'était un peu compliqué à trouver, mais on a eu un coup de chance. Punaise, des sacrés débuts, quoi, de l'Angleterre à Paris jusqu'au E. Ouais. Rien n'est calculé, hein. C'est plutôt le hasard qui fait bien les choses. Hein. Comme tout à l'heure, quand t'as trouvé par hasard sur quel interrupteur fallait cliquer pour sonner ici. Oui, parce que les gens doivent savoir que quand je suis arrivé ici, j'avais pas le code, ni vraiment, j'avais une adresse, mais je sais. Il me dit, c'est chez Nathalie, donc c'est super. Donc je t'arrive devant, il a un digicode. Déjà, j'ai eu la chance que quelqu'un a ouvert la porte et j'ai pu rentrer dans le lobby. Et après, tu es face à toute une liste de noms de famille. Donc Nathalie, ça sert à rien, tu vois. Et donc en fait, j'ai juste regardé tout le nom de famille et je me suis dit, je suis sûr que c'est Ricard. Et j'ai pris sur Ricard et c'était le bon. Donc, coup de chance. Ça, j'ai encore du mal à y croire. Mais... Non, le destin fait plutôt bien les choses. Moi je crois beaucoup. Je crois beaucoup dans le fait de juste laisser le destin faire. Et parfois, il y a le truc où tu dis, oh putain, mais c'est une galère, c'est chiant, pourquoi, mais au bout, souvent, après coup, tu revois ce qui s'est passé. Et tu fais, ah non, finalement, c'était vachement bien. Heureusement, finalement, que telle chose est arrivée, tu vois. Il y a pas mal de choses dans ma vie où, en regardant après, tu vois, heureusement, finalement, ça s'est passé comme ça, en fait. Donc, tu peux pas prévoir. Et je suis pas quelqu'un qui aime essayer de calculer, planifier, se dire, ok, si je fais ça, ça va faire ci. Bon, après, forcément, je planifie certaines choses, mais je suis pas dans le calcul de si je fais ça, ça va faire ça, et après ça va m'aider pour festival. Bon, bref. Si un truc me plaît, si ça, je trouve ça plutôt intéressant, c'est déjà un très bon signe. Et du coup, tu avais déjà les premiers signes quand tu étais avec. J'ai oublié le nom complet, mais Richard. Et est-ce que, avec les cours que tu as eu avec lui, tu te rappelles d'un moment où tu as eu. Un ou plusieurs déclics où tu t'es dit ah oui là telle scène ah oui ça on peut le jouer comme ça on peut faire tel personnage de manière telle marqué de telle façon. Tu veux dire avec Richard Wheel quand j'avais 13 ans? Ouais. Parce que tu penses que je me souviens spécifiquement de l'école? Non, j'ai pas de souvenir précis. J'ai juste je me souviens de juste une espèce de liberté d'expression qui était très forte, où j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait tout jouer et qu'il nous interdisait rien. Et ça, c'était très jouissif. Et même, je dirais, un peu dangereux, parce qu'en fait, il nous a tellement poussé pour être libre et de ne pas se soucier de la scène, de faire en sorte que quand on rentrait sur scène, on n'avait aucun stress, aucun peur. Il nous a tellement débarrassé de toute la pression de la scène pour que nous, on y allait à franco, quelle que soit la circonstance, quel que soit le truc, qu'on était surpuissants sur scène, on pouvait tout faire, on s'en foutait. Mais c'était presque dangereux parce que je me souviens à la fin de mes études avec lui, à un moment donné, on devait faire une espèce de petit spectacle pour l'école. Et c'était un texte. C'était pas un gros truc, hein, ça durait. Il vous faisait faire de l'impro, mais là c'était à texte? De temps en temps, il nous a fait des textes aussi. Il était un peu obligé, il était prof de théâtre, donc de temps en temps. Et là, on avait un petit spectacle de 20 minutes qu'on devait jouer devant toute l'école. Et il m'a filé le rôle principal, donc c'était cool. Sauf que le problème, et c'était une très grande leçon pour moi, c'est que, je te dis, on était tous tellement sûr de nous, style ça peut pas arrêter, on peut s'en sortir quoi que ce soit, que j'ai pas du tout appris le texte. Mais de manière très mais Ligo, le mec qui s'y croit, je peux le faire, ouais, le texte, ouais, bon, tu vois. Et j'ai vraiment pas appris le truc, tu vois. Et le jour est arrivé, et on a joué le truc, et c'était pas bon, c'était vraiment pas bon, parce que, je savais pas ce que je faisais, en fait. Et après le spectacle, j'étais mal. Mais c'était une très bonne leçon, tu peux t'y croire le plus fort au monde, tu peux avoir toutes les compétences que tu veux. À un moment donné, il faut quand même travailler un tout petit peu et il faut toujours se dire que tu peux toujours faire un mauvais spectacle. Donc voilà, donc ça m'a pris une leçon. Mais c'est parce qu'on croyait tellement qu'on pouvait tout faire.
C'était ouf. Tu te rappelles de la tête de Richard? Ah oui, il était pas content. Ouais, il m'a pas engueulé, mais il savait que j'étais mal, donc ça, pour lui, ça lui suffisait. Le style, voilà. Il me regardait, style, voilà. T'as appris une leçon aujourd'hui, donc voilà. Il a l'air génial comme prof. Ouais, je pense Ah non, qu'il il était top. il est encore en vie, j'imagine. Oui. Ouais, Bah, moi, je pense, je l'ai vu il y a 5 ans. Mais, ouais. Oh là là, génial. J'adore. Et du coup, plus tard, peut-être quand je sais pas, il y a eu les premiers matchs d'impro en France auxquels tu as participé ou avec les Bah, moi, j'ai pas vraiment participé à des matchs au début. Hein. J'ai fait C'était plutôt des les cabarets. Après, j'ai Ouais. fait quelques matchs. J'étais invité dans quelques Ouais. matchs. Mais j'ai pas fait beaucoup non plus. Hein. D'accord, du coup dans les cabarets ou alors avec les unprofessionals. Ouais. Est-ce que tu te souviens de moments de quand vous faisiez vos répétitions ou alors sur scène où tu as eu des déclics sur ah tel truc je sais le faire ou ah tiens je peux travailler telle scène comme ça ou je sais pas ou la première fois où tu t'es dit aujourd'hui je fais une ellipse, enfin des trucs comme ça. Des déclics où tu dis ah là oh j'ai un nouvel outil. Avec les professionnels, je crois que le jour où on a découvert l'impro dirigé, c'était très fort pour nous, je crois. Ah, ok. Parce que on avait fait on a commencé avec le cabaret, on faisait plein de cabaret. Et puis à un moment donné, on avait envie de faire quelque chose un peu différent et on a décidé de tester un peu l'impro dirigé. Et on a un peu imaginé le truc nous-mêmes parce qu'il avait pas quelqu'un qui pouvait nous enseigner ça en France à l'époque, et puis ceux qui pouvaient l'enseigner étaient aux États-Unis, en Angleterre, donc bon, donc on a un peu créé le truc nous-mêmes, mais ouais, je pense que là c'était très intéressant, ça nous a vraiment fait grandir parce que déjà le travail de diriger les autres fait que tu crées une complicité dans le troupe, si ça marche bien, qui est très très fort. Et ça nous a aidé en dirigeant les autres à trouver plein de mini-outils pour aider les autres dans la scène, qui sont les outils après que nous, on a auto-appris presque. Quand tu donnes une direction, bah, c'est une direction qui est dit, qui est entendue, et toi et l'autre, tu l'entends. Donc après, tout le monde commence à intégrer ces mini-directions et ces réflexes. Et donc ça nous a aidé, je pense, tous à évoluer beaucoup plus rapidement dans notre impro. Et puis aussi que chacun pouvait apporter leur personnalité dans les manières de diriger. Je pense que ça, c'était très chouette dans nos spectacles, c'est qu'on n'a pas défini une manière de diriger. On avait une notion de diriger et on avait une espèce de collection des outils communs, mais après, chacun dirigeait avec leur personnalité et tout le monde se laissait faire. Et donc ça, c'était très chouette aussi d'avoir le couleur de chacun dans le spectacle qui a donné un spectacle qui est très varié. Donc je pense que ça, c'est un moment où je pense que nous, on a grandi beaucoup ensemble. Et puis, on avait créé quelque chose qui n'existait pas. Il y avait personne d'autre qui faisait les impros dirigés comme ça à l'époque en France. Donc ça, c'était assez cool et excitant. Oui. Ouais. Wow. Après, là, le moment où je me souviens, pas nécessairement le moment où on a grandi ou une révélation, où on était invité parfois pour faire des matchs. Et, parce qu'une fois on commence à être un peu connu, on va dire, dans la mini-scène à Paris. Souvent, à Paris, tu avais le mondial de l'impro. Le mondial qui veut dire France, Suisse, Belgique. Et s'ils ont un peu de budget, Canada. Mais bon, pas toujours. Et donc c'était le monde, tu vois. Sauf que de temps en temps, ils nous invitaient, nous, The Unprofessionals, parce que nous, dans notre équipe, on avait un Suédois, un Allemand, un Danois, un Nouveau-Zélandais, un Anglais, un Américain, et donc s'ils nous invitaient, ça faisait le monde. Bah, ils pouvaient rajouter 6 affiches, 6 drapeaux sur l'affiche, tu vois. Et donc de temps en temps, on était invités pour le mondial de l'impro, et là ils étaent contents, il y avait plein de drapeaux, tu vois. Et je me souviens à une époque, je crois que c'était le LIP, la Ligue d'improvisation de Paris, qui organisait ça. On avait fait le mondial de l'impro, et nous on était invités, l'équipe des Unprofessionals. Et nous, on faisait pas du match. Et moi, j'avais fait quelques-unes, les autres n'avaient jamais fait, donc on comprenait rien. Mais ce qui était chouette, c'est que le LIP était très ouvert sur le fonctionnement du match. Ils nous ont pas trop fait chier avec le règlement et tout ça, machin, parce qu'ils comprenaient que nous, on comprenait rien du tout de ce qui se passait. Mais ce qui est super, c'est que bon, on a un peu joué avec, tu vois. Le caucus, pareil, ça c'est un truc que nous, on savait pas que ça existait, le caucus. Vous faisiez jamais de caucus? Mais non, on n'avait jamais entendu parler de ça. Quand ils nous ont dit, bon, t'as 25 ans de caucus, on se regardait, c'est qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et donc je me souviens, nous, on faisait notre caucus en gros mollo. Parce
que on voyait l'autre équipe parler, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc on met en fort en gros pour que le public pouvait entendre que c'était clairement Gromelot, tu vois. Donc on faisait nos caucus en Gromelot et puis c'était pas pour se moquer, c'est juste parce qu'on se dit mais on sait pas quoi faire, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser, tu vois. Et les LIP, ils ont compris qu'on n'était pas en train de se moquer de eux, c'est juste qu'on savait pas ce qu'on faisait, tu vois. Et puis même à un moment donné, je me souviens que oui, parce que quand il sifflait, il fallait qu'il avait un joueur tout de suite sur scène. Et nous, on ne savait pas. Donc, il sifflait, et puis on avait l'équipe en face qui sortait sur scène, et nous, on allait tranquillou, tu vois. Et donc, après, on est de scène, l'arbitre a dit, bon, les professionnels, vous êtes gentils, mais quand on siffle, il faut qu'il y ait tout de suite une joueur sur scène. Donc, on s'est regardé, et on a dit, OK. Et donc, pendant les 20 secondes de caucus, on est parti partout dans la salle. On s'est éloigné le plus possible de la scène pour que quand il sifflait, on devait courir à toute vitesse à travers la salle pour jeter sur scène. Et je me souviens, il y a Caspar qui s'est jeté sur scène, mais de manière de cascadeur, et qui est arrivé dans une espèce de boule sur scène, et il devait commencer la scène comme ça. C'est super. Donc les expériences qu'on a eues avec le match étaient plutôt ludiques. Voilà. Et tu te souviens d'un accident, que ce soit les joueurs ou la régie ou dans un spectacle? Ah ouais, Clara, à la fin du spectacle, elle était très bonne, très professionnelle, parce qu'elle a fait dans la dernière scène, elle s'était déboîté les genoux sur scène. Ouais. Et on était dans une petite cave à l'époque, on jouait à rue de Rosier dans un bar qui n'existe plus parce qu'ils l'ont démoli. Il avait qui s'appelait le 7 Lézards. Et dans la cave, on jouait notre cabaret. Et puis, je sais pas, elle avait mis sa jambe sur une chaise. La chaise a basculé. Sa jambe a bougé bizarrement. Et elle s'est déboîtée les genoux sur scène. Elle est tombée pour terre en hurlant. Waouh, elle joue super bien. Le public en rit. Non. Ah oui, parce qu'ils mais ils savent pas, mais très rapidement ils ont compris. Et donc tu passes d'un gros rire à un gros foi d'angoisse avec le public qui sont sous le choc. Et bon, elle a fait dans les dernières 5 minutes de spectacle, donc c'est parfait. On a pu dire merci, au revoir, tu vois. Et puis il y a les pompiers qui sont venus pour le récupérer. Bon, c'était tout un choc, mais une fois. Oh, ouais. Ça arrive, ça arrive. Et toi, tu t'es jamais fait mal à ce point-là? Non, je touche pas. Il t'a de boire quelque part, voilà. Il a boire là, oui. Pour l'instant, non. Après, je me suis cogné un peu à droite à gauche, mais mal, non. Ouais. Et dans tes... Alors, je pense les meilleurs souvenirs, là, tu dois en avoir à la pelle. Est-ce que tu te souviens de la première scène que tu as faite quand tu es arrivé en impro en France? Je sais pas si je peux te raconter ça. Tu... Ok. Alors... Ouais, je vais le raconter de manière mystérieuse. Donc, c'était Richard Pino, je t'avais dit, qui avait organisé ça. Et je me retrouve dans une espèce d'auberge pour étudiants international. Moi et 2 autres improvisateurs français que je connaissais pas du tout. Un que je connaissais, l'autre que je connaissais pas. Mais bon, bref, on n'avait jamais joué ensemble. Et donc, voilà... Cabaret d'impro en français pour ces étudiants, voilà. Et donc ça a duré 1 heure. Mais c'était intéressant parce que je n'étais pas super bon en français, donc j'ai laissé un peu les 2 autres gérer, tu vois, et ça m'allait très bien, tu vois. Et puis bon, j'essaie de proposer le truc, etc. Et un des 2 qui était un peu spécial, on va dire, et rapidement dans la scène, je lui propose le truc et je vois qu'il prend pas, il ignore, il fait ses propres trucs. Je dis bon apparemment mes idées ça l'intéresse pas, c'est pas grave. Vous aviez une contrainte? Non, c'était juste une scène ouverte comme ça, et donc je dis je suis ce que je dis oui à ses idées, je suis ce que lui il veut faire, voilà. Et voilà, fin du spectacle, c'était pas extraordinaire, mais voilà, ça s'est passé. Et puis cet improvisateur vient me voir et il me dit ouais Marc, bravo, première fois en français, bien. N'oublie pas, il y a juste un truc, il faut que le règle de l'impro, c'est qu'il faut toujours dire oui à l'idée des autres.
faut toujours dire oui, faut toujours accepter les idées à droite. Et là, je regarde et je dis, wow, ok, j'espère que... Heureusement, l'autre français avec lequel je jouais était super, et je me suis éclaté avec lui, mais je me suis dit, wow, ok, pour une première fois, c'était un peu costaud. C'était rude. Le mec, il avait ignoré toutes mes idées, il avait dit non à tout ce que je dis sur scène, et après, il vient te voir après en disant, n'oublie pas, hein, le premier règle, c'est de dire oui, hein. Oui, merci, c'est bien. Donc voilà, ça c'était ma première expérience en français, donc ça s'est amélioré depuis. Et ça t'a donné envie de continuer. Mais je m'en foutais un peu, je me dis bon, ok, c'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Il y a un souvenir que tu as envie de partager, que tu as vécu avec les E par exemple, genre, Avec les E les premières fois où vous êtes allé au Trévis, ouais. peut-être, ou autre chose. Ouais, honnêtement, ça m'a pas trop marqué. Non. Non, avec les E, c'est sûr que le spectacle que tu as vu là, le gros spectacle, on avait fait la carte blanche là, avec le massacre, ça c'était quand même un souvenir assez fabuleux être très, très con, hein, très jouissif. C'était magnifique, toi t'étais en carotte. Oui, c'est ça, j'étais en carotte, oui. Mais c'était jouissif dans le connerie, tu vois, et c'était vraiment un truc de gamin. C'est-à-dire, ok, on va faire semblant de faire une histoire d'enfant, et après on va basculer dans le massacre à la tronçonneuse, tu vois. C'est vraiment très gamin, mais c'est très jouissif de faire. Avec les gros panneaux blancs, où au début je me disais, est-ce qu'ils vont faire des ombres chinoises, ou est-ce qu'ils vont faire une œuvre d'art? On a fait une œuvre d'art, oui, en quelque sorte. Ouais. Mais giclée de sang sur tu sais, le consigne de jeu, c'était le consigne de jeu avec le son, c'était JM nous a dit, ce que vous devez faire, c'est peindre les panneaux et peindre votre corps avec le son. Donc on était dans une logique de peinture, tu vois. Mais non, ça c'était jouissif. Et puis en plein délire, quand il y a le son qui gicle partout, et qu'il y a Loïc qui se fait sortir ses tripes et tout ça. C'était juste une corde trompée dans le son. Hein. Ah, c'est une corde. Ouais, mais ça fait bien. Ça marchait très bien. Ah, ça marche bien. Mais non, le moment où Tim dit à mon personnage, est-ce que tu veux t'excuser ou un truc comme ça, on est tous les deux au sol, recouverts de sang, et qu'il me demande de m'excuser. Et moi, je dis, ouais, tu vas voir. Et je chope un gobelet qui était à côté de moi de sang. Je remplis ma bouche avec le sang. Je me retourne, je me mets sur lui, allongé sur lui. Il est au sol. Et je dis, je m'excuse, mais en lui crachant tout le gobelet de sang sur la figure. Et que lui, je lui vois éclater de rire, en fait, sur scène. Et il est obligé de tourner sa tête pour que le public ne voit pas. Parce qu'en fait, il a trouvé ça tellement drôle. Voilà, ça, c'est un moment sympa. Tu vois, ouais. Et là, tu dis, ouais, on est vraiment cons. Hein. On est vraiment cons. On fait vraiment des conneries. C'est pas évident surtout entre vous, de pas vous faire rire. On essaye. La dernière fois, moi, je vous ai vu au Palais des Glaces. Ouais. Il y avait une scène où tu avais Tim, à chaque fois, il levait la main en classe. C'était la classe d'exorciste. Il levait la main pour dire une connerie. Ouais. Et à la troisième fois, il dit un truc, oui, moi aussi je fais de l'acrobranche. Ah ouais. Et il y avait toi et Hélène, vous avez tourné la tête, les lèvres pincées. Et à ce moment-là, Tim dit moi je sors de la classe, j'en ai marre. Est-ce que Tim il est sorti pour vous laisser le temps parce qu'il savait parler? C'est ça. Mais tu sais, très souvent dans le spectacle bio, pour moi c'est vraiment intégré dans notre logique de jeu. Et c'est pareil dans d'autres spectacles qu'on fait, dans Pilote c'est pareil aussi. C'est parfois dans une scène on va juste trouver un jeu. Et si on trouve un jeu, et si nous on s'amuse beaucoup avec le jeu et le public s'amuse beaucoup avec le jeu aussi, hein, forcément il faut que ça amuse le public, sinon c'est que pour nous. Mais si on trouve un jeu, parfois on va juste jouer un jeu. Et à ce moment-là, on s'en branle de le narratif, de l'histoire, de machin. C'est juste, on va s'amuser avec ça. Et parfois, ça va durer très longtemps. Hein. Et je pense que là, justement, Tim, il avait trouvé un jeu. Moi et Hélène, on a compris le jeu, donc on lui a laissé jouer. Mais à un moment donné, il se dit, il va falloir reprendre l'histoire maintenant. Donc, il se dit, je me casse, merci, j'ai joué, au revoir, tu vois. Et on fait ça beaucoup. Et encore mieux si on arrive à faire craquer l'un de l'autre. Ça, c'est un défi permanent, j'imagine. Ah oui, si on peut trouver un jeu qui va faire craquer l'autre, on est content. Et pour moi, c'est super important pour moi dans ma vision de l'impro aussi. Et c'est que j'aime proposer sur scène et c'est que j'aime voir sur scène. Et ça revient à l'école de Richard Wheel et ce plaisir de pouvoir faire tout ce que tu veux et de t'amuser comme un dingue et cette côté un peu ludique rebelle
regarde ce qu'on fait, c'est n'importe quoi, tu vois. J'aime beaucoup que le spectacle, pour moi, garde ce côté ludique. Et que on est là pour raconter les histoires, on est là aussi pour faire le moment touchant, émotif, dramatique, tout ce que tu veux. Mais j'aime bien qu'il reste un jeu, mais dans tout le sens du terme, entre le comédien. Et donc je joue avec toi, mais côté un peu, tu vas voir, je vais te faire chier. Mais moi je trouve c'est important parce que ça maintient sur scène une vivacité dans le spectacle, où on va pas tomber dans une espèce de routine et qu'on peut générer très facilement les accidents, les hasards, les surprises qui parfois vont générer toute une planche de l'histoire. Très souvent dans Bio, un connerie, un jeu vraiment débile, hein, où on se dit, bon, on va juste jouer à ça, va déclencher un truc qu'après va devenir un truc important dans l'histoire. Mais on n'aura jamais eu cet élément si on ne s'est pas laissé la possibilité de un peu délirer ensemble autour d'une connerie. Et donc, ouais, pour moi, c'est important qu'il y ait cet espace dans le spectacle aussi pour ce type de moment. Non, mais c'est un plaisir de vous faire craquer sur scène les uns les autres. Oui, c'est un jeu dans le jeu. Quoi. Oui, et puis pour moi, et après on peut être d'accord ou pas, hein, mais pour moi, le public paye pour voir ça. Quand on vient voir un spectacle d'impro, pour moi, la différence entre l'impro et une pièce classique, c'est qu'il y a deux niveaux de lecture quand on regarde un spectacle d'impro. Quand tu vois une pièce classique de texte, bah, tu vois des personnages qui racontent une histoire. Quand tu vois un spectacle d'impro, tu vois aussi, j'espère, les personnages qui racontent une histoire, parce que c'est important, on n'est pas juste là pour faire, on n'est pas là juste pour faire le gogol. Donc on voit le personnage et on voit l'histoire, le narratif, mais on voit aussi le comédien-comédienne. Et on voit comment eux, parfois, s'en sortent ou s'en sortent pas, et on a le double lecture en permanence. Et pour moi, je pense qu'il faut maintenir cette double lecture. Après, le niveau d'intensité, le niveau d'importance que tu vas donner à cette double lecture varie selon le spectacle. Mais j'ai l'impression que si tu gommes complètement le deuxième lecture, on voit aussi un peu l'impro et ce qui se passe entre le comédien, si tu gommes ça complètement, je me demande pourquoi les gens ont payé pour te voir en fait. Parce que pour moi, ça fait partie de ce qu'on paye pour voir quand on voit un spectacle improvisé, on s'attend à un truc différent. Parce que si les gens choisissent de venir voir un spectacle d'impro, c'est que dans leur tête, il y a quelque chose de différent qui va se passer sur scène par rapport à un spectacle classique de texte. Et donc, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer eux-mêmes, il y a une attente d'une mini-différence. Et pour moi, la mini-différence est en partie cette espèce de double lecture. Et donc, je pense que pour moi, c'est important que c'est toujours présent. Après, le niveau de valeur on lui donne dépend du spectacle. Ouais, c'est dingue. Du coup, il y a un nouveau un spectacle que vous avez déjà joué quelques fois, Pilote. Pilote, qui est produit par le E, oui. Oui. Produit par les E, du coup, c'est le premier épisode d'une série qui est improvisée. On fait donc l'épisode pilote d'un sitcom, spécifiquement un sitcom. C'est pas juste une série, c'est un sitcom. Donc, sitcom, c'est vraiment une logique de séries très spécifiques. Donc, les grands sitcoms, c'est Friends, Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, je sais pas, How I Met Your Mother, le Modern Family, le truc comme ça. Et même si on regarde dans les années 80 tout ça, 70, t'as Nounou d'Enfer, t'as Arnaud et Willy, t'as Alf, tout ça c'est des sitcoms. Et c'est vraiment un truc, c'est un genre de série très spécifique avec ses propres codes et sa propre manière de fonctionner. Et donc avec Pilote, l'idée c'est que chaque soir on va improviser l'épisode pilote d'un nouveau sitcom qui n'a jamais existé, et on va avec le public au début demander quelques astuces pour savoir dans quel contexte cette sitcom existe, quels sont un peu les personnages, et après on crée le sitcom pour le... Il y a des archétypes que vous gardez chacun, ou c'est à chaque fois ça change totalement de personnage? L'idée c'est qu'on a bossé, nous on a vachement travaillé la notion de le 8 archétype comique, parce qu'il a un truc préétabli utilisé dans l'écriture de sitcom aux États-Unis justement, qui s'appelle le 8 archétype. Et donc il y a 8 archétypes, nous on les a travaillés, et nous chacun de nous, chaque spectacle, on va prendre un archétype qui est le moteur principal pour notre personnage pendant tout le spectacle. Et après l'idée pour nous c'est qu'à chaque spectacle on peut s'amuser nous à changer d'archétype et de s'amuser d'être les archétypes divers et variés à chaque fois. Mais l'idée c'est qu'on est 4 sur scène, et donc chacun des 4 personnages principaux va avoir un des archétypes, et on essaye de faire en sorte qu'on n'a pas le même, mais on ne discute pas nécessairement avant, hein. On se lance et puis pas on de voit. focus.
Non, pas de caucus, non. Sauf si c'est un gros boulot. Donc voilà, donc on fait les archétypes comiques et en général, les archétypes sont tellement forts, dès que tu le mets ensemble, ça crée de la comédie sans que tu aies besoin de faire grand-chose en fait. C'est ça le secret des sitcoms en fait. Sitcom, c'est une écriture basée sur des personnages. Et après, les situations, ça se déroule un peu tout seul, mais si les personnages sont forts et clairement définis, juste de le voir ensemble, c'est sympa. Et puis voilà, donc gros projet, oui et non, c'est un projet, et puis on va voir, si ça plante, super, si ça plante pas, c'est très sympa comme expérience, et puis on va faire autre chose. Trop chouette. Et puis j'ai aussi mes masques, j'ai fait des spectacles avec mes masques aussi. Ah, il y a ça, il y a un truc qui tourne sur les... Qui tourne, pareil, c'est un truc qu'on fait de temps en temps, il a un spectacle... tu dis on, c'est organisé par les E aussi? Non, là c'est moi qui ai un petit groupe qui s'appelle Transmasque France, où je bosse avec 6 personnes, 6-7, je ne sais plus combien il y en a. Et donc ils ont travaillé le masque avec moi, ils ont tous leurs personnages masqués, et donc on propose un spectacle dans lequel tu peux nous voir jouer avec nos demi-masques, notre transmasque. C'est un truc qu'on fait de temps en temps comme ça, juste pour nous donner la possibilité de mettre notre masque sur scène, et puis donner la possibilité aux gens qui ça l'intéresse de venir voir des masques. Mais là, c'est un peu plus niche, hein, c'est un peu plus particulier. Ouais, donc pareil, pas de grands projets avec ça non plus, mais petit à petit, ça avance, ça fait son chemin, et on voit comment petit à petit on fait évoluer tout ça, tu vois. Et est-ce que, alors du coup, tu vas me dire que tu planifies pas, mais avec tous les événements que tu organises... Je planifie pas. Avec tous les événements que tu as organisés, les types de spectacles, est-ce que au loin, tu dis un jour j'aimerais bien tester, organiser, je sais pas, une comédie musicale improvisée avec des flingues, avec le laser, je sais pas. C'est pas con comme idée. Mettre le flingue sur c'est stupide, arrête. Ouais, mais c'est pas complètement idiot non plus. Il y a un type de spectacle. Honnêtement, d'événement que tu aimerais organiser, toi, dans le futur lointain ou... Non, je vais être déçu. J'ai pas de grandes ambitions de spectacle auquel je me dis, je rêve de faire ça. Non, moi, le projet, le truc, ça vient un peu comme ci, un peu comme ça, et souvent c'est par hasard, et souvent c'est parce que quelqu'un me dit, tiens, tu dois nous proposer un spectacle, il y a telle personne fait quelque chose, et donc j'y vais en grognant, hein, putain, il faut que je crée un spectacle, ça fait chier, mais c'est souvent là où tu découvres un truc, et donc j'ai pas de grands projets. Après, voilà, parfois les gens me demandent de faire le truc et je teste les idées, je teste le truc, et il y a un truc qui marche pas bien. Mais j'ai pas de grand projet en tête, non, j'y vais un peu au feeling, tu vois. Voilà, après les gens parfois ils me demandent de faire le truc, donc je teste, et voilà. Mais j'ai pas un projet en tête, non, j'ai pas un truc style un jour il faut absolument que je fasse tel spectacle avec des fusils et machin et en chantant, non. Déjà, non. Mais sauf si c'est un spectacle où on tire sur les gens qui chantent, ça peut être intéressant. Mais non, on va pas faire ça. Le comédie musicale qui tourne mal. Tu vois, on sélectionne au fur et à mesure. Le comédie musicale massacre. Koh-Lanta, que le meilleur ou la meilleure chanteuse. Je sais pas. Génial. Bon, moi, j'ai une dernière question pour toi, Marc. Imagine, on est au coin du feu. Et il y a Papy Marc, ou je sais pas comment tu te feras appeler par tes petits-enfants ou les petits-enfants de tes potes, qui te demandent, mais comment on fait une super impro, Papy Marc je vais dire, bon courage. Non, il n'y a pas de secret. Hein. Moi, le seul truc, et je reviens sur ça tout le temps, mais après, ça aide pas. C'est, il faut être détendu. C'est le détente. Pour moi, c'est le détente. C'est être détendu avec le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, d'être détendu avec le fait que peut-être ça marche, peut-être pas. Et si tu peux avoir cette détente qui est quelque part une espèce de confiance en soi aussi, hein, c'est d'être confident, mais de rentrer sur scène vraiment cool, détente, tout va bien, ça va. Peut-être ça va bien se passer, peut-être pas, mais c'est pas grave.
Et si tu peux arriver à avoir cet recul, je crois, sur ce que tu proposes, ce que tu fais, et de ne pas subir la pression il y a 250, 100 personnes, je ne sais pas, ou ce soir il y a un reporter dans la salle, ou c'est super important ce spectacle. C'est très dur, hein, et moi aussi, j'ai encore des moments où, pour X raisons, par rapport à un contexte spécifique, tu commences à sentir la pression. Et si tu peux arriver à juste à prendre du recul par rapport à ça, et être détendu, et rentrer sur scène en disant tout va bien, je suis complètement capable de le faire, et même si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce que ce n'est pas grave. Je trouve que tu deviens beaucoup plus accessible pour le public, beaucoup plus attentif à ton partenaire, et ton cerveau va trouver, tu vas trouver plein d'idées, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, et après je vais le dire, va dormir maintenant, ça compte. Génial. Bah écoute, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Marc. Merci pour le ginger beer. C'est bien. Et le tuc, parce qu'on avait des tucs. Ginger beer et tuc, c'est quand même pas mal comme mélange. C'était un plaisir de te recevoir dans le canapé des coulisses. Super, merci. Et bah à tout bientôt sur scène ou ailleurs. Ok, bah merci beaucoup.